Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons le concours commun du réseau Sciences Po, les 7 Sciences Po du réseau, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse. On va connaître tout ce qu'il y a à savoir sur notamment ce concours, ce concours tant convoité. Pour nous en parler, le directeur de Sciences Po Strasbourg, et président du réseau Sciences Po, Jean-Philippe Heurtin, accompagné d'une de ses étudiantes indirectement, Julie Gallon, étudiante en 2e année à Sciences Po Toulouse. Ils sont tous les deux là pour répondre à mes questions. Avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, Jean-Philippe, donc c'est 60 secondes pour nous présenter le concours, les écoles, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, je vous écoute. Eh bien, en fait, depuis 2009, les 7 Sciences Po que vous avez cités ont uni leurs forces pour mettre en place, instituer un concours commun. Et c'est un concours, alors, exigeant. Il y a 1150 places offertes. Et l'an passé, il y avait un peu plus de 13 000 candidats. Donc, c'est exigeant. C'est un concours écrit aussi, contrairement à d'autres écoles, c'est pas un algorithme de sélection, c'est un concours écrit parce que on souhaite tester les capacités rédactionnelles de nos étudiants, alors en histoire, en langue, et puis aussi en questions contemporaines, c'est une des épreuves, parce que les Sciences Po souhaitent ouvrir les étudiants sur le monde, et donc aiguiser leur capacité d'interrogation sur justement un monde qui devient de plus en plus compliqué, mais plein d'opportunités aussi. Opportunités auxquelles les écoles du réseau Sciences Po répondront bien évidemment à travers leur pédagogie, mais ça on va le découvrir. Avant cela, comment intégrer, comment se préparer à cette épreuve contemporaine notamment, c'est l'heure des admissions. Avant cela, peut-être que signifie réseau Sciences Po? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce réseau, c'est ce qui effectivement nous réunit, les 7 Sciences Po que vous avez cités. Nous avons un concours commun en commun, justement. Alors pourquoi, Eh bien, précisément pour permettre à nos étudiants de candidater à 7 Sciences Po différents. Auparavant, avant 2009, ils étaient obligés d'aller dans chaque Sciences Po et il nous a semblé à la fois économique pour eux et comme nous avons un même modèle pédagogique, eh bien, ça semblait pertinent d'offrir une même voie d'entrée pour les 7 Sciences Po. Julie, comment est-ce qu'on s'inscrit? Comment tu t'es inscrit, toi? C'est pas si lointain, finalement. Oui, donc moi, c'était il y a 2 ans et je me suis inscrite via la plateforme Parcoursup. Et donc ça m'a permis comme vous l'avez précisé, de pouvoir tenter tous les concours en même temps, après avoir été admissible. Est-ce que tu as dû faire un choix parmi les écoles, dans le sens j'ai un vœu pour les 7 écoles, ou est-ce que j'ai un vœu par école? Non, en fait, on s'inscrit et on passe le concours pour les 7 écoles en même temps. Et c'est une fois qu'on a passé ce concours, en fonction de nos résultats, on est plus ou moins loin dans le classement, enfin plus ou moins haut dans le classement. Et ensuite, on peut faire son choix parmi un peu ses écoles préférées, enfin selon celles qui sont le plus demandées ou non. D'accord. Alors, comment se déroule la journée des écrits? Alors, je me souviens que donc, tout le monde se réunit dans un grand hall. Enfin, moi, je l'ai passé dans les locaux de Sciences Po Toulouse, enfin de l'université Capitole dans laquelle on a passé le concours. Donc, c'est assez grand et il y a énormément de personnes. On voit tout le monde qui révise avec les fiches. On entend un peu à droite, à gauche, « Oh là là, il n'y a que 10% de réussite ». Donc, c'est assez stressant. Okay. Et après, on entre dans la salle et donc c'est un grand silence. On a nos copies retournées devant nous et on a le temps qui est affiché et on a 3 heures par exemple le matin, je crois que c'est la question contemporaine qui commence. Donc oui, c'est assez stressant puisqu'on est énormément à le passer, mais bon voilà. Mais tu l'as fait, quoi. Voilà, d'une certaine manière. En fait, maintenant c'est derrière toi. Alors justement, tout joue sur un concours, est-ce qu'on peut le passer plusieurs fois? Alors, ce concours, il est ouvert aux bacheliers et au Bac+1. Donc, si vous ratez la première fois, eh bien, vous pouvez effectivement retenter la seconde. Ce qui arrive effectivement, ce qui arrive. Voilà. Et alors, pourquoi refaire? Oui, parce que j'ai envie de dire, tout se joue sur une fois, ça peut être extrêmement, d'autant plus stressant. C'est ça que je veux dire. On se dit, si je me rate là, c'est foutu. Oui, parce que évidemment,
il y a beaucoup de candidats, il y a peu de places, malgré tout, effectivement, un peu moins de 10%. Donc, il y a un élément d'aléa, même si les étudiants, les candidats s'y préparent, et s'y préparent parfois pendant plus d'un an. Bah oui, il y a une part d'aléa en fonction des sujets qui tombent. C'est un concours. C'est un concours, exactement. Il y a une part de chance comme pour tous les concours. Exactement. Pourquoi faire le choix de ne pas avoir d'épreuve orale? Alors, ma réponse personnelle, c'est que, si vous voulez, les épreuves orales, elles sont sélectives socialement. Alors que une épreuve écrite, ou des épreuves écrites, au fond, j'allais dire, c'est un concours républicain. Hein, et au fond, nos étudiants sont, malgré tout, relativement égaux par rapport à l'écrit, plus qu'à l'oral. C'est très clair. Pourquoi? Alors, quel était, pardon, ton parcours? Tu étais quelle étudiante? Est-ce que tu avais... Parce que question contemporaine, histoire, langue vivante, pour moi, c'est littéraire, ça. Oui. Et donc, est-ce que tu étais une élève plutôt très littéraire? Est-ce qu'il faut forcément prendre des options en lien directement avec ces matières? Ah ben justement, le concours Sciences Po, il permet à tout type de profil d'élèves d'intégrer l'école. Moi, par exemple, je me suis rendu compte assez tard de ce que je voulais faire comme parcours de métier. Donc, je m'étais engagée dans une filière assez scientifique. Enfin, j'avais pris les spécialités maths, physique et SVT. Plutôt scientifique, oui. Voilà. Et c'est seulement vers la moitié de mon année de première que je me suis rendu compte que la voie un peu de Sciences Po m'intéressait. Et j'ai travaillé le concours en parallèle de mes matières parce que c'est un concours qu'on peut tenter en ayant seulement les matières générales. Par exemple, il y a l'épreuve d'histoire qui porte sur le programme de terminale. Et après, l'épreuve de questions contemporaines, comme c'est plus une question de culture générale, ça va être plutôt sur notre capacité à nous de lire un maximum d'ouvrages, de s'informer, suivre les actualités, etc. Alors justement, comment tu t'es préparé? Comment on se prépare à un concours? Alors toi, comme ça, il y avait... C'est d'autant plus vaste que tu avais à la fois les maths, la physique Oui. à gérer d'un côté, le concours de l'autre. Comment tu l'as fait? C'était assez difficile. Donc, en parallèle de mes cours, il fallait aussi que je travaille donc, des sujets complètement différents à mes cours. J'ai lu énormément de livres qui portaient sur les sujets de l'année à laquelle j'ai passé le concours. J'ai aussi regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Je sais que c'est pas très formellement recommandé, mais oui, c'est une très bonne source. Il y a énormément de personnes qui ont passé le concours et qui guident aussi les futurs élèves à se renseigner et à apprendre la méthodologie notamment. Aussi, j'ai beaucoup noté ce qui se passait dans le monde. Donc, en suivant divers journaux, c'est important aussi de s'informer auprès de différents journaux de divers bords politiques et pas seulement d'avoir un point de vue. Et voilà. C'est déjà très complet. Quel conseil vous pouvez donner aux étudiants pour se préparer? Donc, oui, allez-y. Mais Julie a parfaitement résumé la manière de s'y préparer. D'abord, effectivement, il faut s'y préparer. Et il faut pas mal bosser, comme l'a fait Julie, effectivement, parce que ça ne s'improvise pas. À la fois le programme d'histoire, certes, c'est le programme de terminale d'histoire, le programme général, mais la question contemporaine, ça se travaille. Il y a 2 sujets par an et il faut lire. Il faut effectivement, comme l'a fait Julie, lire la presse. Et puis, c'est pas simplement des livres spécialisés, mais ça peut être de la littérature, ça peut être aussi, dans la bibliographie du concours, on a mis des podcasts, des romans, etc. Donc, nourrir un esprit sur les 2 sujets qui sont proposés au concours. Donc on retrouve cette pluralité dans les sources, comme on pourrait voir cette pluridisciplinarité. Le premier cliché peut-être qui a été démonté par Julie, cette idée de à la fois je suis scientifique et en même temps j'intègre une école du réseau Sciences Po. Pour les autres clichés, c'est l'heure des clichés. Julie, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit? La première idée reçue, en général, c'est quand tu as raconté à tes amis « j'ai intégré Sciences Po », ils t'ont dit quelque chose qui souvent correspond à un cliché. Alors, c'est peut-être pas forcément celui-ci, mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit, toi? Moi, je sais que quand j'ai voulu apprendre à ma famille ou mes amis que je voulais justement intégrer Sciences Po,
Il y en a beaucoup qui se sont exclamés Ah, la future ministre, Peut-être. etc. Oui, peut-être. Mais dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression que faire Sciences Po, c'est toujours pour finir dans les hautes fonctions publiques et des carrières politiques très poussées, alors que pas forcément. J'ai par exemple beaucoup d'amis qui veulent faire du journalisme. J'ai une amie qui veut faire du droit international, donc c'est assez politique aussi, mais ça reste d'autres domaines que juste finir à l'Élysée, quoi. Oui, heureusement. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. On est d'accord, oui. C'est-à-dire qu'il y a encore une sélection dans les sélections. Que font les alumni, de manière générale, ceux qui sont diplômés? La liste des métiers de nos diplômés, elle est impossible à faire. Du fait de la diversité de ce qu'ils font. Il y en a qui travaillent dans le secteur privé, dans le secteur public, à l'international, au niveau européen. Et effectivement, Julie a donné quelques exemples, mais ça peut être le secteur associatif aussi. Et donc, effectivement, il y a énormément de métiers auxquels prépare Sciences Po. Si vous songez par exemple que, en fait, l'ensemble des 7 Sciences Po propose 140 parcours de master. Et nos étudiants peuvent circuler en 5e année d'un Sciences Po à l'autre et donc se préparer dans chacun des Sciences Po à un métier différent. Voyez. D'accord, j'ai compris. Sur les 140, donc ça, ils ne font pas tous faire la même chose, donc ça fait 140 fois 140, enfin ouais, ça peut faire beaucoup. Exactement. Quel serait votre cliché? Vous n'y échapperez pas. Il y a beaucoup de clichés sur les Sciences Po, mais il y a un cliché auquel je souhaite tordre le cou, c'est les Sciences Po, une école d'élite sociale. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, d'abord parce qu'il y a une attention extrêmement soutenue des directions de Sciences Po, justement à l'ouverture sociale, à la démocratisation de nos écoles. Aujourd'hui, on a plus d'un quart de nos étudiants qui sont des boursiers. Et donc, effectivement, nous sommes extrêmement attentifs à ouvrir très largement socialement nos écoles. Et c'est pour ça que nous avons aussi monté des dispositifs de démocratisation, ça s'appelle PAYE, les programmes PAYE, programmes d'études intégrées, et qui effectivement suivent les candidats dès la première parfois, surtout pendant la terminale, et notamment dans les lycées les plus défavorisés socialement, ou dans le rural isolé, par exemple, prépare nos étudiants à l'admission à Sciences Po. Donc, une ouverture que l'on souhaite la plus importante possible. Et ça rejoint la raison pour laquelle vous avez supprimé les oraux. Exactement. C'est une raison personnelle que vous donniez, mais ça vient s'inscrire aussi dans cette veine-là. Tout à fait. Et alors par PAYE aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est PEI. PEI, voilà, c'est ça. Il faut le préciser. Certains des gens qui nous regardent peut-être suivent des programmes PAYE, effectivement. C'est très clair. Alors que fait-on une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on a passé toutes ces barrières pour y accéder? C'est l'heure du programme. Donc après le réseau Sciences Po, il y a le cursus Sciences Po. Qu'est-ce que c'est que le cursus Sciences Po? Alors, les Sciences Po, ils ont un même modèle pédagogique, avec un premier cycle qui est très largement équivalent d'un Sciences Po à l'autre, une pédagogie pluridisciplinaire, droit, économie, sciences politiques, sociologie, langue, bien sûr, histoire. Et donc, tous les étudiants de Sciences Po, au cours des 2 premières années, font cette propédeutique à leurs études de second cycle. La 3e année, généralement, c'est une année de mobilité internationale. Alors, soit stage, soit dans une entreprise partenaire. On a 1000 universités partenaires de nos Sciences Po, un peu plus d'1 millier même. Et puis, alors, à partir de la 4e année, il y a des différenciations qui s'opèrent. Nos étudiants choisissent des filières et ils commencent à se spécialiser. Ils commencent seulement à se spécialiser en 4e année. Et puis ensuite, évidemment, en 5e année, il y a un approfondissement de cette spécialisation en fonction, effectivement, de leur projet professionnel. Je disais qu'il y avait 140 voies possibles en 5e année.
Donc voilà, et la possibilité, encore une fois, pour nos étudiants, d'aller d'un Sciences Po à un autre selon leur projection professionnelle, selon ce qu'ils désirent professionnellement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué le premier jour, ou enfin le premier jour, façon de parler, mais là, ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es rentré dans l'école? Alors, ça a pas été le premier jour, mais plutôt les premières semaines. Mhm. Ça a été au niveau de l'enseignement. Donc, j'ai remarqué que, par exemple, bon, on a des cours d'amphi, ce qui n'était pas le cas au lycée. Donc, ça, déjà, c'était assez nouveau Changeant. à découvrir. Et donc, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a beaucoup de profs qui sont extrêmement éloquents et ça se voit que c'est des spécialistes de leur matière et de ce qu'ils enseignent et qui sont passionnés par ce qu'ils enseignent. Et également, en classe de TD, j'ai trouvé qu'on avait aussi beaucoup de profs très jeunes, donc ils avaient des approches un peu plus novatrices de certains types d'évaluation ou de comment nous apprendre certaines choses en passant plus par la pratique, etc. Et le cours qui t'a le plus marqué à date? Je pense que c'était grâce à un de mes professeurs, mais ça a été un cours d'histoire où, comme on va beaucoup plus en profondeur dans les choses, ça permet de... Enfin, là, par exemple, j'ai eu un cours, c'était il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est le nouvel objet de notre semestre, c'est les relations internationales. D'accord. Et on a vu des cours, enfin, on en a eu un surtout, sur des guerres de décolonisation. Et j'ai appris, enfin, ce cours, ça m'a vraiment... un peu bouleversée parce que ça m'a appris tellement de choses en un seul cours qu'on n'avait pas vu dans tous les programmes d'histoire de lycée et de Sciences Po jusqu'ici, que ça m'a vraiment marquée. En tout cas, on le voit quand tu en parles. Est-ce qu'on se fait facilement des amis? Je trouve que oui. Alors c'est assez difficile au tout début parce qu'on a une semaine avec que des cours d'amphi et pas de classe de TD, mais à partir du moment où on a nos TD, donc je ne sais pas comment c'est dans les autres Sciences Po, mais nous c'est à peu près 20-25 personnes par TD et ça devient assez facile de se faire des amis puisque c'est une classe au final avec qui on passe l'année, donc voilà. Alors, les valeurs communes aux 7 écoles, on les devine, hein, j'ai déjà pas mal abordé. Je me demandais s'il existait une différence entre ces écoles. Il existe des passerelles entre les différentes écoles. Pour quelles raisons est-ce qu'on a envie d'aller d'une école à une autre? C'est quoi? C'est des affinités? Peut-être une école qui va avoir plus d'affinité pour du droit, une autre plus pour l'histoire, une autre plus pour... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Encore une fois, si nous avons fondé un réseau A7, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs. La volonté, effectivement, de développer chez nos étudiants la curiosité intellectuelle, le sens critique, l'ouverture au monde, le sens de la solidarité aussi, c'est important. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous unit tous. Non, je crois que si les étudiants éventuellement voyagent d'un Sciences Po à l'autre, c'est encore une fois à cause des spécialisations que peuvent avoir telle ou telle Sciences Po, les dirigeants vers telle ou telle branche professionnelle. Sans oublier la météo, hein. Lille, Aix-en-Provence, ce ne sera pas pareil non plus. Bien Hein. sûr. On peut imaginer qu'il y a aussi une raison. Mais à Lille, c'est très chaleureux aussi, vous savez. Oui, c'est ça, c'est le fameux on pleure quand on y arrive et quand on le quitte. Hein. C'est ça. Si tu devais me raconter une journée Sciences Po en 1 minute. Par exemple, ça peut consister à donc, arriver le matin à 8h, 9h, 10h pour assister à un cours d'amphi. Généralement, ils sont de 1h30 à 2h, parfois 3, mais les professeurs font toujours des pauses, donc ça, c'est agréable. Ça peut être par exemple un cours d'histoire des relations internationales ou ça peut être de l'économie. Et après, généralement, j'ai remarqué que c'était plutôt l'après-midi, mais bon, c'est qu'un détail. On a des cours de TD, donc ça va être des conférences de méthode par classe de petits groupes qui vont durer 1 à 2 heures à chaque fois. Ça peut être aussi de l'histoire, enfin ça va venir compléter des cours d'amphi, donc histoire, économie, pareil. Et après, on peut avoir aussi des cours de langue. On a de l'anglais et de l'espagnol. Et on peut même avoir une LVC. L'année dernière, par exemple, j'ai pris LVC arabe. Et voilà. Et après, il y a aussi tout ce qui est associatif. Le soir, il y a énormément de sports qui proposent leurs activités. Mais il y a plein d'autres associations qui font plein de choses. Alors que faisons-nous une fois qu'on est diplômé, maintenant qu'on a une journée bien chargée? Eh bien, on va attaquer les débouchés. Les débouchés, on les a déjà bien évoqués au cours de notre interview, mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard?
Est-ce que tu as cette chance? Alors, j'ai pas d'idée très précise, mais tout ce que je sais, c'est que je voudrais travailler dans les relations internationales. Voilà. Donc c'est comme ça que tu t'es orienté vers l'école dans laquelle tu es. Quel lien, alors vous avez parlé du lien entre les écoles et les universités, l'international, plus de 1000 partenaires. Est-ce que les écoles du réseau sont aussi proches des entreprises? Est-ce qu'il y a une dimension professionnalisante? Ah, oui, évidemment. Et ça, c'est un aspect sur lequel tous les Sciences Po insistent effectivement beaucoup, c'est cette dimension professionnalisante. Elle est progressive. Elle est progressive tout au long de la scolarité. C'est une scolarité qui dure 5 ans. Elle démarre effectivement dès le premier cycle avec une familiarisation, avec un certain nombre de savoir-faire nécessaires pour la professionnalisation, rédiger un CV, une lettre de motivation. D'autant plus que nos étudiants font souvent des stages, hein, et donc il faut les y préparer. Et puis, évidemment, cette dimension de professionnalisation s'accentue en second cycle. Déjà, nos étudiants savent mieux, ont des choix plus affirmés de professionnalisation, et le choix de leur filière va dans ce sens-là. Et évidemment, dans chaque filière, il y a une professionnalisation. Alors, vous disiez relation avec les entreprises. Certes, oui, c'est une possibilité. Des stages ou des alternances, effectivement, ou des césures d'ailleurs, hein, en entreprise, mais ça peut être aussi des stages dans la fonction publique, dans le secteur associatif, et tous nos Sciences Po ont des partenariats avec des partenaires économiques, mais aussi dans la fonction publique, dans le secteur associatif, qui offrent à chaque fois à nos étudiants à la fois une préconnaissance et puis éventuellement des envies de professionnalisation dans tel ou tel secteur, et puis la possibilité effectivement de faire des stages, de tester ces envies sur pièce et sur place, si je puis dire. Très bien, très bien. Quelle est la période que tu attends avec le plus d'impatience? Je pense que c'est justement celle de ma 3e année à l'étranger dans laquelle on peut effectuer un stage. Bientôt alors? Oui, bientôt. Et là, je suis actuellement en recherche d'un stage en Grèce, par exemple, pour le premier semestre. Et tout de suite après, j'enchaîne avec le second semestre, où ce sera dans une université en Espagne. Donc voilà, enfin, ça va être vraiment enrichissant. Donc Toulouse, la Grèce, l'Espagne, on choisit plutôt les endroits ensoleillés. Si je Oui, comprends c'est bien. ça. C'est bien, c'est important. Le sud de l'Europe. Le sud, absolument. Absolument, le sud de l'Europe, absolument. Quelle est la différence? Alors, je ne sais pas si je peux le poser comme ça, mais comment l'école t'a fait grandir? C'est-à-dire que j'imagine que tu étais une personne au moment où tu es rentré, que tu es une autre personne aujourd'hui. Quelle différence on peut constater? Quels sont finalement les soft skills que toute cette pédagogie t'a enseigné? Déjà, je pense qu'elle m'a enseigné beaucoup d'autonomie et de méthode de travail, puisque quand on sort du lycée, bon après il y a des personnes qui sortent d'un an de prépa, puisqu'on peut intégrer aussi l'école en bac+1 comme vous l'avez précisé. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment l'acquisition d'une certaine autonomie de travail, d'une assiduité pour aller en cours, pour aller en amphi, même quand on n'en a pas envie, parce que si on commence à ne pas y aller une fois, 2 fois, après on risque de rater beaucoup de cours. Et son année potentiellement. Voilà, et son année. Aussi apprendre à gérer son stress et apprendre un peu à tous s'écouter, avancer ensemble, parce qu'il n'y a pas de compétitivité. On ne vise pas un même concours à la fin de l'école. Donc c'est vraiment un esprit d'entraide. On a des documents communs à toute l'année. On a des parrainages où on s'entraide d'année en année, etc. Donc voilà, cet esprit d'entraide vraiment que j'ai découvert avec Sciences Po. Une dernière question avant de conclure, hein. Pour quelle raison le président du réseau Sciences Po change chaque année et quel est son rôle? Alors, quel est votre rôle? Pourquoi ça change, ça change chaque année? Parce que c'est une fonction qui est lourde, en fait. D'accord. Et pourquoi elle est lourde? Parce que le président a la responsabilité de l'organisation du concours. Or, voilà, accueillir plus de 13 000 candidats, ça demande beaucoup de travail, en fait. Et donc, en plus des charges de direction de Sciences Po, puisque c'est toujours un directeur qui préside le réseau, bah oui, c'est beaucoup de travail. Alors, le réseau, ce n'est pas que le concours, mais c'est une part importante, hein. Alors, nous avons développé beaucoup de choses aussi en commun. Je citais, par exemple, toutes les formes de mutualisation, hein. Les programmes
PAYE, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le programme de démocratisation que nous avons en commun et qui sont très structurants de notre réseau. Et puis, nous avons plein de projets. Par exemple, nous allons créer un campus numérique des transitions, voilà, hein, parce que les questions de transition climatique deviennent de plus en plus importantes. Et donc voilà, donc le président, il est en charge de mettre en musique ça pendant 1 an, et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis parmi le travail aussi, venir se faire interviewer sur ce plateau, répondre à toutes mes questions, ouais, c'est extrêmement prenant. Il nous reste encore quelques minutes, quelques secondes pour conclure, c'est l'heure du temps additionnel. 2 minutes à peu près pour conclure. Rajouter un élément qu'on a déjà mentionné, plutôt rajouter un élément qu'on n'a pas encore mentionné, en soulignant qui a déjà été mentionné. Une autre conclusion, c'est à toi de voir. Julie, quelle serait ta conclusion? C'est que j'encourage tous les élèves qui seraient tentés par Sciences Po à au moins tenter le concours, parce que on peut croire, quand, comme moi, on n'a pas les bonnes spécialités, enfin ce qu'on pense être les bonnes spécialités, ou qu'on ne vient pas de certains milieux qui a eu beaucoup d'accès à la culture, on peut croire qu'on n'a pas ces chances, alors que c'est totalement faux et ça dépend vraiment du travail et de l'assiduité, de sa volonté, etc. Donc voilà, j'encourage tous les élèves à au moins oser passer le concours. C'est très clair, merci Julie. Jean-Philippe? Je ne peux qu'aller que dans le sens de Julie, et pour dire aussi que ce n'est pas que le concours, c'est aussi effectivement des jeunes gens que l'on forme, et que l'on forme à la fois à des savoirs, à des savoir-faire, et à des valeurs républicaines, des valeurs d'entraide, de solidarité, comme Julie l'a dit tout à l'heure, d'ouverture au monde, de curiosité, de sens critique. Voilà, c'est ça le réseau des 7 Sciences Po. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci Julie, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, cette école publique d'excellence, une dimension internationale professionnalisante, on s'entraide, un programme en 5 ans chargé, hein, et que vous vouliez devenir président ou non, ces écoles sont aussi faites pour vous. Vous l'aurez compris, le concours commun du réseau Sciences Po. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.